Soyez les bienvenus dans Économie le Max sur i24 News. Au sommaire de cette édition, Hong Kong, la Chine, un pays, deux systèmes. Oui, mais jusqu'à quand? La révolte des parapluies révèle les tensions entre les pro-démocratie hongkongais et la volonté de Pékin de renforcer son emprise sur le territoire. 17 ans après son rattachement, Hong Kong restera-t-elle un pôle financier avec les mains libres? On fait le point dans un instant. Et puis comment lutter contre la fraude fiscale depuis les airs? En Argentine, un drone a été conçu spécialement pour traquer les maisons, champs ou piscines non déclarées. Un sujet pris très au sérieux dans ce pays au bord de la faillite et où 40% de la population est soupçonnée d'évasion fiscale. Rendez-vous en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. D'abord le point sur l'actualité économique à travers le monde avec le bras de fer qui se poursuit entre Washington et Buenos Aires justement. L'Argentine a bien déposé hier une échéance de sa dette souveraine sur un fonds spécial à Buenos Aires, 161 millions de dollars. Le but est de payer les créanciers du pays qui ont accepté une restructuration de la dette. La manœuvre est jugée illégale par la justice américaine qui avait condamné l'Argentine à rembourser d'abord les deux célèbres fonds vautours pour pouvoir ensuite solder ses autres créanciers. Je ne pense pas que cette décision affecte l'Argentine plus que la dette en elle-même. Mais elle n'est pas juste car elle empiète sur les relations avec des tiers, c'est-à-dire que l'Argentine ne devrait pas être empêchée de payer les détenteurs de ses obligations restructurées. C'est son droit légitime. Mais l'Argentine a choisi cette juridiction américaine, cela je l'accepte. Et le juge new-yorkais Thomas Griesa menace Buenos Aires de sanctions. La présidente argentine a dénoncé hier un complot. Toujours en Amérique du Sud, c'est l'économie vénézuélienne qui donne de nouveaux signaux de détresse. Un taux d'inflation de 63% sur un an, des réserves de change en chute libre et toujours ces pénuries chroniques en nourriture ou en biens de consommation courante. 33 $ le Big Mac. Hier, la monnaie a atteint un nouveau plus bas, 100 bolivars pour $1. Les investisseurs s'inquiètent de la lenteur des réformes. Au Venezuela, nous avons l'inflation, la stagnation, le déclin économique et nous avons aussi des pénuries. Ce phénomène est encore plus compliqué que la stagflation, mais il ne fait aucun doute que le Venezuela en est déjà à ce point. Cette situation s'étendra durant toute l'année 2014 et une grande partie de 2015, en raison du panorama politique vénézuélien. Narendra Modi profite de son séjour aux États-Unis. Après son discours à l'ONU, le Premier ministre indien s'efforce de relancer les partenariats commerciaux avec l'Amérique. Hier, vous le voyez devant un parterre d'investisseurs à Washington, il a défendu l'investissement dans son pays. L'Inde qui a affiché sa plus forte croissance en 2 ans au deuxième trimestre, plus 5,7%, et c'est un argument. J'aimerais tous vous inviter à venir en Inde. J'ai le sens des affaires et je sais qu'aucun vrai businessman n'agit par charité. Il doit faire des retours sur investissement, des profits. Je suis pour cela. Sans cela, il ne pourrait jamais y avoir de croissance. C'est une formule gagnant-gagnant en somme. Vous gagnerez de l'argent et mon pays aura de l'emploi et de la croissance. C'est un cycle qui profitera à chacun d'entre nous. En France, ce mercredi marquait la présentation en Conseil des ministres du projet de loi de finances pour 2015. Un budget qui inclut notamment 21 milliards d'euros de réduction pour la dépense publique, qui est annoncée à 56,1% du PIB l'an prochain, contre 56,5% cette année. L'effort est porté pour 7,7 milliards par l'État et ses agents. Et côté recettes, les impôts, taxes et cotisations sociales devraient atteindre 44,6% du PIB. C'est un dixième de point en moins qu'en 2014. Les déficits seront sans doute une fois de plus au rendez-vous. Et puis en Espagne aussi, c'est devant le Congrès qu'a été présenté hier le projet de budget pour l'an prochain. Le budget de la sortie de crise d'après le gouvernement, après une croissance de 1,2%, on le rappelle, au deuxième trimestre. Alors l'objectif reste la diminution du déficit public et surtout la relance de l'emploi. L'Espagne qui s'attend à une croissance de 2% en rythme annuel au quatrième trimestre. C'est le projet de budget de la consolidation, de la reprise économique, de la création d'emplois et de l'effort pour redonner à la société espagnole tout ce qu'elle a investi pour rendre possible cette reprise économique. Nous sommes en tête de la croissance en zone euro et c'est très positif. Les autres pays nous regardent différemment. Disons-le, ils ne s'y attendaient pas, mais c'est arrivé.
Et on se tourne du côté de Hong Kong. Vous le savez, ces derniers jours ont été marqués par un vaste mouvement de protestation contre la volonté des autorités chinoises de limiter la portée du suffrage universel. Rattachée à Pékin en 1997, l'ancienne colonie britannique conserve encore monnaie, constitution ou justice. Mais de nombreux Hongkongais redoutent que la Chine ne tente peu à peu d'imposer son modèle politique et économique. Une Chine confortée aussi par ses performances de croissance ces 20 dernières années. Johanna Citruc. D'un côté, la levée du drapeau chinois pour marquer le 65e anniversaire de la République populaire. De l'autre, les rues de Hong Kong envahies par des milliers de manifestants. C'est le mouvement pro-démocratie Occupy Central. Car en 2017, le président de l'exécutif local doit être élu au suffrage universel. Mais les candidats seront sélectionnés par le gouvernement chinois. Je veux dire aux gens en Chine que peu importe de quelle façon, les habitants de Hong Kong veulent maintenir un pays et deux systèmes. Nous voulons liberté et démocratie. Lors de sa rétrocession en 1997, Hong Kong pesait pour plus de 18% dans l'économie chinoise. 17 ans plus tard, elle ne dépasse pas la barre des 3%. Pourtant, même en réintégrant la République populaire de Chine, la région administrative spéciale a réussi à garder sa monnaie, ses douanes, son système juridique et même son budget, une entité économique à part entière. Preuve que ce n'est pas forcément Hong Kong qui a ralenti le pas, mais plutôt la Chine continentale qui a connu une croissance exceptionnelle. Entre 1997 et 2013, son PIB a été multiplié par 10. Alors que celui d'Hong Kong n'a augmenté que de moitié. Selon le classement sur la compétitivité établi par le Forum économique mondial, la ville arrive en 7e position, alors que la Chine, elle, n'arrive qu'à la 28e place. En tout cas, depuis un mois, le principal indice de la bourse hongkongaise a déjà perdu 8%. Alors l'enjeu officiellement, c'est la démocratie, mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est aussi son modèle de libéralisme économique que la ville entend aussi conserver. Et nous accueillons sur ce plateau Tal Richef. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes consultant en affaires pour l'Asie. Alors d'abord, l'impact de ces manifestations. Est-ce que les investisseurs ont de quoi être inquiets? Et est-ce qu'au final, c'est pas aussi la Chine qui va y perdre? Parce que la Chine conserve Hong Kong en tant que porte d'entrée sur son marché. Bon, disons, on commence avec les investisseurs et pour eux, ça dépend de la réaction du régime chinois parce que si les Chinois vont insister sur leur plan, là, et ça sera la bataille, ça sera la police dans les rues, ça sera les barricades et tout ça. Et là, ça sera des très mauvaises nouvelles pour les investisseurs, et pour l'économie, pour la bourse hongkongaise et tout ça. Et là, ce sont les mauvaises possibilités. On sait aussi que la force et le talon d'Achille aussi de Hong Kong, c'est son secteur financier qui est très sensible d'ailleurs à ces tensions. Est-ce que finalement il pourrait y perdre et au final ce serait peut-être Shanghai aussi qui pourrait profiter de ces... Peut-être que Shanghai est la raison de toute cette histoire-là parce que c'est ça. Et il y a beaucoup de questions pourquoi le régime chinois pousse cette direction-là de limiter le libéralisme et la liberté économique en Hong Kong avec leur pas, avec leur démarche. Et une possibilité, c'est qu'ils voient des dangers dans le libéralisme en hongkongais et personne ne voit ça parce que depuis 1997, les choses marchent bien pour la Chine. Autre possibilité, c'est puisque la grande partie des leaders du parti chinois et communiste viennent de Shanghai. Shanghai, c'est le grand centre du parti. Peut-être que les gens, ils veulent pousser Hong Kong un peu de côté pour pouvoir le centre de Shanghai qui fleurit. Shanghai qui fêtait d'ailleurs hier, lundi, son premier anniversaire pour sa zone de libre-échange. Alors quand on compare, on va regarder un petit peu les chiffres, la croissance de la Chine continentale et celle de Hong Kong, on va le voir avec ce graphique, il n'y a pas photo à Hong Kong, plus 54% de croissance depuis 1997 et le rattachement à Pékin, c'est pas mal, mais la Chine plus 900%, on le voit sur la même période, c'est assez incroyable. Est-ce que ça ne renforce pas finalement la conviction des autorités chinoises qu'on peut finalement appliquer aussi à Hong Kong ce modèle de libéralisme un petit peu et de répression politique en même temps? C'est un peu difficile de comparer les deux économiques parce qu'à 1997, Hong Kong était déjà une économie occidentale qui est en florissement, etc. Et tandis que la Chine était un pays de tiers-monde. Donc la Chine avait beaucoup plus de possibilités de grandir, de pousser, etc. Donc
la comparaison est impossible. Et clairement que l'économie chinoise a progressé beaucoup plus que celle d'Hong Kong. C'est un effet de rattrapage aussi. Ouais, et la Chine sûr. aujourd'hui, d'après vous, est-ce qu'elle a vraiment besoin de faire évoluer le statut de Hong Kong pour des raisons économiques ou bien c'est purement de l'idéologie politique finalement? Je ne vois pas l'idéologie économique parce que l'idéologie économique en Chine, c'est presque mort. Cette histoire-là de communiste ou pas économiste, c'est seulement sur le papier. Ça n'existe plus. Et d'un côté, c'est le progrès économique. De l'autre côté, ce sont les batailles de cours à l'intérieur du parti, des différents intérêts. Alors, Tal Rechef, on sait aussi l'accord de rétrocession sino-britannique qui date de 97. Il donne à Hong Kong son statut spécial pour 50 ans. Est-ce qu'il y a une forme d'impatience un petit peu à Pékin? Est-ce qu'on a envie vraiment d'accélérer les choses pour prendre la main mise sur ce territoire plus vite que prévu? C'est possible, parce que si les Chinois ils veulent faire ça, ils peuvent. C'est vrai qu'il y a les papiers signés par les deux parties, mais la Grande-Bretagne ne fait plus partie de ce qui se passe en Hong Kong, et c'est une histoire de lettres. Et les Chinois, quand ils veulent changer des choses de ce genre-là, ils savent faire ça. Ça ne sera pas le problème. On a fait confiance. Merci beaucoup, Tal Rechef, pour toutes ces explications. Merci. Et cap sur l'Argentine, c'est sans doute l'une des raisons de la situation délicate du pays. On en parlait, 40% de la population est soupçonnée d'évasion fiscale. Et pour lutter contre ce fléau, un drone a été mis au point pour les repérer. Est-ce pour le rendre populaire que les autorités l'ont dénommé Messi? Comme le célèbre footballeur, son rôle est d'aller droit au but, au cœur des villas ou des exploitations non déclarées au fisc. Les résultats sont là, 120 000 fraudeurs démasqués en seulement 8 mois. Johanna Citruc. Dans cette mallette se trouve Messi. Il est bien argentin, mais il ne s'agit pourtant pas du célèbre footballeur. Messi est un drone un peu particulier. Il part à la chasse des fraudeurs fiscaux. Propulsé à 30 mètres d'altitude, il repère les villas, les piscines ou encore les champs de soja non déclarés au fisc par leurs propriétaires. La province de Buenos Aires a une superficie aussi grande que celle d'un pays. Nous avons 6 000 employés, dont 2 000 sur le terrain. Chercher à relever toutes les constructions qui se font dans la province de Buenos Aires, c'est quasiment un travail impossible sans aide de la technologie. Les images du satellite nous permettent d'établir quelles constructions de la province de Buenos Aires n'ont pas été déclarées. Malgré l'absence de données officielles, environ 40% de la population argentine est suspectée d'évasion fiscale. Et dans cette province de Buenos Aires, quelques 120 000 fraudeurs ont été démasqués depuis le lancement de Messi en janvier dernier. Ça représente environ 100 millions de pesos sur un an, un peu moins de 12 millions de dollars. 87% des constructions qui sont derrière moi n'étaient pas déclarées. Il y a près de 200 constructions, toutes de plus de 250 mètres carrés, qui n'étaient pas déclarées quand nous les avons détectées avec les images satellites. Nous sommes venus avec le drone parce qu'il nous permet, avec un vol de 30 minutes, de couvrir avec beaucoup de précision chacune de ces constructions, de les relever, de les mesurer et de prévenir les propriétaires du fait que l'évaluation de leurs biens va changer parce que nous avons détecté une surface construite non déclarée et qu'avec l'aide des images satellites, nous pourrons déterminer la date de construction. Un investissement nécessaire dans cette province de Buenos Aires, aussi grande qu'un pays comme l'Italie ou l'Allemagne. Avec 16 millions d'habitants, elle représente 37% de la population du pays et surtout 40% du PIB argentin. Une région stratégique. Et c'est l'heure du Media Watch. La revue de presse, et on va revenir sur ce chiffre impressionnant, celui de la dette publique française. On le disait hier, elle a franchi la barre des 2000 milliards d'euros. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors on a du mal à s'imaginer ce que ça représente concrètement. Alors effectivement, et justement pour nous aider à visualiser ce que ça représente, le quotidien français, Le Figaro, a fait un petit comparatif. Alors 2000 milliards d'euros, c'est l'équivalent de 6000 Airbus A380. C'est 100 années du chiffre d'affaires du groupe de produits laitiers Danone, mais c'est également 10 fois le PIB du Portugal. Mais un autre élément à prendre en compte, c'est que plus la dette publique est élevée, plus les intérêts que la France doit rembourser le sont aussi. C'est ce qu'on appelle la charge de la dette. Et cette charge de la dette en France, elle s'élève à 60 milliards d'euros, ce qui représente 18 000 Lamborghini Vereno Roadster. C'est la voiture la plus chère du monde. 3,5 millions d'années de SMIC, donc le salaire minimum en France, mais seulement un tiers du chiffre d'affaires du groupe pétrolier Total. Et aussi 95%
15% de rappel du PIB français aujourd'hui. Alors on part maintenant, Johanna, aux États-Unis. Hier, grand jour pour Microsoft qui a levé le voile sur son dernier système d'exploitation, Windows 10. Effectivement, de Windows 8, Microsoft est passé directement à Windows 10 pour montrer qu'entre les deux systèmes d'exploitation, il y aura de grands changements. Et cette fois, Microsoft a décidé de séduire les entreprises. Un marché intéressant et surtout un marché très adapté pour Microsoft car la plupart des employés utilisent toujours des ordinateurs de bureau. Et quelles sont les grandes nouveautés alors de cette nouvelle version ? Alors en fait la première grosse nouveauté c'est que Windows 10 sera disponible sur tous les supports, donc les PC, les smartphones, les tablettes mais également les Xbox et on note aussi le retour du célèbre bouton menu démarrer qui est particulièrement plébiscité par les utilisateurs et qui donne un accès rapide aux fonctions et aux fichiers qui sont sur l'ordinateur et la commercialisation donc de ce système d'exploitation Windows 10 devrait avoir lieu au plus tard en 2015. Merci beaucoup Johanna et à demain. À demain. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. La BCE notamment sera bien sûr au programme. Restez avec nous, l'info continue.